Bonjour, nous voici aujourd'hui de retour pour les carnets de cheminement. Et aujourd'hui, comme vous voyez, je suis accompagnée et je vous laisse la découvrir. Marie, dis-nous tout, dis-nous qui tu es vraiment. Eh bien, je suis Marie, j'ai 3 enfants, une fille qui va bientôt avoir 16 ans, une fille qui va bientôt avoir 11 ans et un petit garçon qui a eu 4 ans en mars. Et j'habite sur le Mans. Alors, qu'est-ce qui t'amène ici devant moi aujourd'hui? Quelle est ton histoire? Eh bien, moi, en fait, j'ai contracté la maladie de Lyme pour laquelle j'ai vécu une longue errance de 2013 à 2017. Et c'est mon parcours de résilience, si ça peut inspirer d'autres personnes vers le fait de retrouver la santé et retrouver une vitalité et un équilibre de vie, je suis toute oui. Alors, qu'est-ce qui s'est passé pour toi exactement? Quels ont été tes premiers signes? Alors en fait, à l'époque, je suis directrice de magasin d'optique avec un gros magasin, avec une amplitude horaire d'une cadre. Donc je fais beaucoup d'heures, je suis pas mal absente de la maison. À l'époque, il n'y a que Inès qui est là et je n'ai pas encore Léa. Donc tout va bien dans ma vie. J'ai mon mari, ma grande fille, on a notre maison, j'ai mon travail, un travail sécurisant, mais quand même pas mal stressant. Et en fait, en août 2013, je commence à me sentir mal. Un jour, je prends la voiture, je sens mes mains qui se tétanisent et beaucoup de faiblesse dans les muscles. Et puis petit à petit, en fait, ça va s'enchaîner. Toujours des nouveaux symptômes. Il y a des troubles de la vue qui apparaissent par intermittence. Il y a des moments où mon bras il me lâche, je porte quelque chose, j'ai plus la force de le tenir. Des douleurs un peu partout dans le corps. Plein de choses. Par exemple, je suis là, un repas avec des amis, on est en train de discuter et tout à coup mon cœur il se met à battre la chamade. Finalement, les personnes qui sont présentes appellent les secours arrivent. La crise passée ou pas, il y a certaines fois où il a été relevé que j'avais jusqu'à 200 battements minute, 18 de tension, enfin voilà. Et souvent, donc ça va se répéter, je sais pas, une centaine de fois. La crise est passée, j'arrive aux urgences, j'ai un électrocardiogramme, je suis vidée complètement d'énergie, j'ai plus aucune force, il me faut à chaque fois une semaine à 10 jours pour m'en remettre, mais ils ne trouvent pas. Donc j'ai des explorations de partout, je fais tous les services possibles et inimaginables à l'hôpital du Mans en l'occurrence, mais on a aussi bougé, je te dirai après, un peu partout, je pense que je connais bien maintenant les régions de France. Et donc je suis explorée de tous les systèmes. En endocrino, au départ ils pensent que j'ai une tumeur sur les glandes surrénales, on appelle un phéochromocytome. J'ai des explorations en ophtalmo parce que petite j'ai eu un accident à l'œil et en fait en tout cas la vue qui se brouille c'est toujours sur cet œil là, donc je suis suivie à Nantes, à Surdis. Après j'ai des bilans dermato parce que j'ai des prurites et j'ai énormément de prurites et puis j'ai une peau qui est très réactive, intolérante. Enfin, voilà, je vais découvrir comme ça tous les services, je suis toujours hospitalisée avec toujours une perte de poids, de force, d'énergie, voilà, ce qui ne ressemble pas du tout à la personne que moi j'étais en fait. Et donc à l'époque j'ai un médecin généraliste qui est très sympa, je pense qu'il sait très bien qu'au fond il y a quand même quelque chose qui lui échappe, mais sa solution c'est de me mettre sous antidépresseur. Sauf que je n'accepte pas du tout le traitement, les symptômes sont encore pires, ça les décuple, je me sens hyper mal, j'ai l'impression par moments d'être complètement l'ombre de moi-même, de marcher à côté de mes pompes, enfin voilà. Je finis par voir un premier psychiatre qui lui va dans le sens de ce médecin généraliste, puis du coup je vois une deuxième psychiatre, j'ai cette chance-là qui va un peu tout bousculer, et elle me dit écoutez c'est pas grave, moi je fais aussi de l'EMDR. On attendra le temps qu'il faut. Si vous n'avez pas besoin, si les traitements vous mettent dans un état encore plus insupportable, ça mettra du temps, mais on va faire ça. Et donc je multiplie les prises en charge. À côté, j'essaie tout. Je vais voir magnétiseur, sophrologue, hypnothérapeute, un peu toutes les disciplines. Et mon système nerveux se calme pas, quoi. Vraiment, il y a toujours quelque chose qui fait que les crises se répètent. Je perturbe beaucoup de poids.
j'ai mon cœur j'ai l'impression qu'il s'affaiblit complètement, etc. Et puis un jour, je vais voir un cardiologue qu'on me recommande par l'association Lyme sur Dijon, qui me fait faire plein de tests. De là, ils se rendent compte que effectivement, j'ai un petit anévrisme au cœur, mais que ça justifie pas le fait que j'ai ces crises-là. Donc voilà. Et puis, je finis par rencontrer une médecin homéopathe qui, j'ai cette chance, va avoir une autre patiente en fait, qui va décrire un peu des symptômes un peu atypiques comme les miens. Et peu de temps après, elle assiste à une conférence, un week-end de conférence sur la maladie Lyme. Moi, à l'époque, elle m'a encore toujours pas parlé de cette maladie-là. Et un jour, je vais chez elle et elle me voit complètement, c'est une médecin extraordinaire, elle me voit complètement à bout d'énergie. Il y a des fois où je pense vraiment en finir, hein, tellement ma vie, c'est compliqué quand j'en parle. Il y a encore beaucoup d'émotions reliées à ce moment-là. Et prends ton temps. C'est important aussi de se rendre compte que même après le coup, même après tout ce qui s'est passé, même après le chemin que tu as accompli, mine de rien, il y a encore cette sensibilité, cet aspect de toi qui reste difficile aussi. Ouais. Donc vraiment, à cette époque-là, pour moi, c'est l'enfer. Je vois pas d'issue en fait. Et ce qui est le plus compliqué, je pense, c'est que même tes proches se mettent à douter. Quand on me dit tu fais une dépression, t'es en burn-out, mais moi je sais très bien que non en fait. C'est le fait finalement de ne pas être cru dans ce que tu es, dans ce que tu ressens. Ouais. Et là il y a quand même beaucoup de colère envers tout ce monde-là, parce qu'au fond de moi, j'ai qu'une hâte, c'est qu'on découvre vraiment ce que j'ai, parce que je sais qu'il y a quelque chose qui dysfonctionne en fait. Et donc je finis par, donc toujours avec cet accompagnement psy, un jour je finis par aller à Molsheim à côté de Strasbourg. Et là je vais rencontrer un professeur, je dirais, qui va changer ma vie. Alors lui, pour la petite histoire, il était chirurgien digestif, sa femme était pédiatre. Elle était toujours en activité, mais lui en fait il s'est consacré à la maladie de Lyme. Et il faut savoir que même si aujourd'hui on en parle un peu plus, mais c'est une maladie qui est très très méconnue en France et pour laquelle il n'y a pas de protocole de soins vraiment carré, établi, où ça divise quand même pas mal le monde médical. Et en fait lui il se retrouve au milieu de ce conflit-là, et un jour, puisqu'il a lui-même ayant été touché, ou sa femme, je ne sais plus, par la maladie, il a vraiment à cœur d'essayer d'accompagner toutes ces personnes-là qui sont en errance. Donc je dirais qu'il se spécialise un petit peu là-dedans. En plus, il est référent européen pour la borréliose de Lyme, parce qu'il est aussi franco-suédois. Et en fait, avec toute cette richesse et ces connaissances, il se consacre qu'à ça, et il finit par être suspendu, radié de l'ordre des médecins et suspendu de l'exercice. Donc en fait, derrière, il fait un DU d'ostéopathie, il se forme, il a son DU, et en fait, il accompagne les gens sans plus pouvoir faire de prescription, mais avec tout un tas de conseils naturels, mais avec aussi ce passif de médecin et toutes les connaissances qu'il a derrière. C'est lui finalement qui a pu te poser ce diagnostic-là? Alors non, même finalement, ouais, du coup, je suis passée un peu à travers, mais donc cette fois où je revois cette médecin généraliste qui est homéopathe, elle voit bien que je vais m'effondrer, que vraiment je suis à bout, et au moment où elle tient la porte, elle me regarde et elle me dit on va faire une sérologie, je suis pratiquement sûre de savoir ce que vous avez. Gardez confiance, parce que je pense qu'elle sentait vraiment que là j'étais à bout, quoi. Peut-être parce qu'elle se disait je suis fragile, peut-être qu'elle avait peur que je fasse une bêtise, j'en sais rien, mais elle sentait que j'étais à bout. Et donc elle fait cette sérologie où moi je sais toujours, là je vais rechercher sur internet parce que je sais absolument pas de quoi on parle. Et en fait elle demande de suite sur la prescription de faire le test de confirmation, même si le premier test qui est le ELISA en France est négatif. Elle demande un test de confirmation qui s'appelle le Western Blot, parce que le premier est très mal calibré. Elle m'explique que souvent on peut passer à travers, qu'on peut avoir des erreurs, beaucoup d'erreurs, et voilà. C'est ce qu'on lui a appris sur ce fameux week-end où elle est partie en formation. Et en fait, le premier revient négatif, le deuxième est positif. Et quand je reçois ça, j'ai ce moment où j'ouvre les résultats, où je crois que je suis passée par toutes les émotions. À la fois, j'ai mon mari qui est pas très loin, je m'en souviens, à la fois j'ai vraiment envie de le frapper.
parce que je me dis, tu vois, toutes les fois où tu as dit c'est dans ta tête, c'est ceci, cela, c'était pas vrai. Et puis en même temps, comme j'avais été voir un petit peu sur internet, je me rends bien compte que j'ai foutu les pieds dans une sacrée merde, parce que je sais pas comment je vais en sortir. Et voilà. Et donc après, toutes les épreuves, tous les traitements d'épreuves commencent. Je vais avoir pour la première session 9 semaines de trithérapie avec des perfusions où je veux toujours pas lâcher mon travail. Donc je suis perfusée par les infirmières libérales le matin à 6h30. Elles viennent me déperfuser, je crois, vers 7h30. Après, je m'habille. Après, comme j'y tiens toujours et que je veux garder le contrôle jusqu'au bout, je vais à la salle de sport et après je prends mon poste au travail jusqu'à ce que c'était ma dernière série d'antibiothérapie. J'allais me marier 3 semaines après, elle me disent on arrête là parce que je fais un malaise en réunion. C'est un collègue qui m'emmène chez elle et là elle me dit stop, arrête travail, on s'arrête, c'est terminé. Et je prolongerai même l'arrêt après les vacances parce que là vous êtes tellement dans un état lamentable que ça ne pourra pas le faire. Donc je fais mon mariage, effectivement, comme quand même, on essaie de faire un peu la fête, on profite du moment et tout. L'après-fête, c'est très compliqué pour moi, effectivement, il faut du temps pour m'en remettre. Et là, de fil en aiguille, voilà, je vais aller jusqu'à rencontrer ce professeur. On va aller à Dijon, on va aller à Bordeaux, parce qu'en même moment, je fais un début de cancer du col de l'utérus. Enfin, vraiment... le parcours est compliqué. J'ai un mari qui est quand même hyper solide et qui malgré tout, jusqu'à l'annonce du diagnostic et même après, m'accompagne jusqu'au bout dans toutes les démarches, sans trop de conviction à la fin je pense, mais avec toujours l'idée qu'il faut que je m'en sorte et que c'est pas possible. Des parents qui sont très soutenants, notamment financièrement, aussi beaucoup, psychologiquement, parce que sur le plan financier, je crois que la première année, ils déboursent pas moins de 10 000 € de leur poche pour pouvoir faire tout ce qu'on me donne, en complément alimentaire, en tout ça, ça coûte très très cher. Les spécialistes que je vais voir, les kilomètres qu'on fait, les logements qu'on a sur place, ça représente une fortune. Et voilà, et donc après, je me rends bien compte en suivant les conseils de ce professeur-là, notamment sur l'hygiène alimentaire, sur les fondements, en fait, tout ce qui est censé, aujourd'hui, parce que je suis devenue naturopathe, quand même, dans cette histoire, ça a été un peu ma résilience. Mais je me rends bien compte que c'est l'essence qu'on met dans la voiture, quoi. Et que si notre alimentation, je m'alimentais pas bien, en fait. Moi, je pensais que oui, mais non. Elle est pas bonne, le reste, ça ne peut pas suivre, parce qu'on est déficitaire de plein de choses, parce qu'on a plein de déficiences, parce que voilà. Et donc, je recommence petit à petit à gagner, je dirais, des points de vie, à être un peu mieux, toujours couplé de grosses rechutes. À chaque fois que je suis sous antibio, ça va un peu mieux. Une trithérapie, et à chaque fois, je me casse la figure, donc j'ai pas mal de traitements, du tramadol, des morphiniques. Donc il faut savoir qu'à côté, je suis suivie au CHU de Strasbourg par un professeur qui s'appelle Stéphane Gaillet, qui lui est infectiologue, ils sont tous les deux décédés malheureusement aujourd'hui, qui lui est infectiologue, qui se consacre aussi énormément à la maladie de Lyme et qui va m'accompagner sur toute la partie, à l'époque je ne peux pas trop y échapper vu mon état, médication. Donc finalement la maladie de Lyme c'est quelque chose qui a vraiment duré longtemps. Et qui dure encore aujourd'hui. Et qui dure encore aujourd'hui. Tu as eu cet état d'errance qui a quand même duré longtemps. 4 ans. 4 ans, avec tout plein de symptômes quand même pas mal incompris par tout le monde. Oui. Toi, cette sensation de te dire au fond de toi, je sais que j'ai quelque chose, mais je sais pas quoi et c'est extrêmement compliqué. Ouais. Donc il y a une souffrance physique, il y a une souffrance psychologique, une souffrance émotionnelle. Il y a quand même aussi, comme tu dis, aussi tout ce qui est le travail qui s'est rajouté, que tu as continué à faire. Il y a tout l'aspect financier, il y a tout l'aspect aussi, une fois que tu as le couple qui est mieux à rude épreuve aussi. Le couple. On se retrouve en thérapie de couple, franchement c'est... à un moment donné, on pense qu'on ne s'en sortira pas. À l'époque, quelques mois après, donc je ne savais toujours pas que j'étais enceinte, je tombe quand même enceinte de ma deuxième. Je supplie tout le long de ma grossesse d'accoucher. Je supporte plus mon état de grossesse parce qu'en plus pendant cette période, je peux pas prendre toutes les choses que j'avais mis en place avant, les médicaments, les compléments alimentaires et tout ça. Donc pour moi c'est un cauchemar, je veux juste accoucher vite. Mon enfant né, ma fille née, rapidement je veux la confier à plein de personnes autour de moi parce que j'ai toujours cette peur du coup, comme les malaises me prennent tout le temps, qu'elle tombe avec moi, que je l'entraîne dans ma chute. Donc ça a vraiment déclenché aussi des syndromes de panique, des crises d'angoisse. Des crises de panique absolument, qui rythmaient ma vie, au point que je voulais même plus sortir de mon domicile, au point de faire un malaise.
Et comme je pense quand on a en plus un tempérament, être toujours un peu en mode je me débrouille, je suis un peu une guerrière, je suis une rebelle, je gère dans toutes les situations. Ce moment où on perd complètement le contrôle et on lâche prise, où on sent bien que de toute façon on n'a plus les commandes. C'est hyper déstabilisant, peut-être plus que pour quelqu'un qui a quand même l'habitude d'être accompagné, qui sait déléguer, qui sait faire ça. Moi je sais pas faire ça. J'ai pas vécu comme ça en fait, j'ai pas grandi comme ça. Ce n'était plus toi. Non, c'était plus moi. C'était plus toi et c'est vraiment cette transition finalement qui a été très importante pour toi. Exactement. Donc aujourd'hui, qu'est-ce qui t'a permis de te sortir finalement de cette situation difficile sur les 3 plans, physique, psychologique et émotionnel? C'était vraiment de m'atteler à déjà me dire que... Alors ce qui a été important, ce qui a été un déclic aussi, c'est dans ce tourbillon de manque de confiance en moi et de crise de panique tout le temps, où j'avais pour le coup plus aucune confiance en moi, vraiment. Ça a été un jour, je me souviens, où l'été, on avait passé beaucoup de temps en famille, avec mon mari qui avait un peu plus de congés, et mes enfants, et des amis qui étaient toujours à peu près là. En fait, j'avais vraiment une crise de vide à ce moment-là. C'est-à-dire que dès que je me retrouvais toute seule, j'avais cette peur que je tombe et que ça recommence. Donc en fait, j'étais extrêmement fatiguée, mais tous les moments, en fait, dans mes moments d'épuisement, même les plus importants, il fallait que je comble en m'occupant. T'allais surinvestir finalement. Et aller toujours surinvestir et avoir des gens tout le temps. Donc en fait, j'avais jamais le temps de me reposer. Puisqu'en plus, chaque nuit, à cette époque-là, ça a duré longtemps, j'essayais de capter qui est-ce qui allait être réveillé sur Messenger, à l'époque, ou sur Instagram, pour essayer de ne pas m'endormir, parce que dans ma tête, vu que mon cœur s'emballait à tout moment avec des grosses crises comme ça, et que ça me prenait n'importe quand, m'endormir, c'était aussi, ça voulait dire pas me réveiller, risquer de pas me réveiller. Donc en fait, il y a tout un truc qui se met en marche, et je ne sais plus quelle était la question, je parle dans tous les sens. C'est qu'est-ce que toi tu as mis en place pour finalement t'en sortir? Donc en fait derrière, j'avais tendance à régulièrement abandonner quand ça n'allait pas, comme tous les gens qui sont en errance. C'est-à-dire que dès qu'il y avait quelqu'un qui me disait et c'est ça va marcher, j'y allais, ça marchait pas, j'abandonnais quoi, je passais sur autre chose. Comme tous les gens que je reçois, ils font tous à peu près la même chose en fait. Et jusqu'au jour où je me suis dit, et je l'ai compris aussi à travers ce professeur qui m'accompagnait, déjà en fait moi ça va être moi, ça va être moi, c'est moi qui suis aux commandes de tout. C'est-à-dire qu'on peut me donner plein de choses. J'ai bien compris que ça allait être que des béquilles, mais qu'en tout cas c'était temporaire et que c'est pas ça qui allait m'aider. Profondément. Donc tu t'es dit, je vais reprendre ma place finalement. Je vais reprendre ma place, et en même temps m'a un peu mis, c'est ce que j'allais te dire, mon mari m'a un peu mis un coup de pied au cul, en me disant après cet été où on avait passé ensemble, où j'appréhendais plus que tout la reprise de tout le monde, la rentrée. Et là je lui demande la présence verte. Je lui dis écoute, s'il m'arrive quelque chose, il y avait tout, hein. Il me localisait sur mon portable, puisque mes malaises me prenaient n'importe quand, et que des fois j'arrivais même plus à parler, je savais même plus où j'étais, enfin voilà. Donc pour moi c'était important qu'il sache où j'étais. Donc je lui demande la présence verte, et là il me dit stop, en fait, on arrête, c'est pas t'aider. S'il y a quoi que ce soit, il y a des voisins, t'es avec le chien, j'ai le chien à la maison et tout, ça se passera bien. Tu verras, ça se passera bien. Alors là, j'ai l'impression que je vais jamais pouvoir faire face en fait. Et puis lui, il a confiance en toi. Et lui, il a confiance en moi. Finalement, il a confiance en moi. Et là, ça passe. C'est très compliqué, très très dur. Mais au fur et à mesure, je mets des petits stratagèmes en place et j'arrive à gagner des points de confiance. Et je me dis bon. Et puis il y a aussi toute cette mise en place de changement d'alimentation, arrêter de manger ultra transformé, hyper sucré et tout machin. Enfin voilà. J'essaie de calmer aussi mon système nerveux beaucoup avec ça, de prendre des moments où moi je ne sais pas faire ça. Parce que j'ai jamais fonctionné comme ça, mais où je lâche prise, où je me pose et j'arrive à juste accepter le moment présent, sans rien qui se passe. À t'arrêter, finalement. À m'arrêter. Juste à m'arrêter de courir, en fait. Et du coup, au fur et à mesure, plus tous les compléments, la phytothérapie, toujours couplée des fois de médication. Donc, entre-temps, je rencontre une autre médecin qui me suit, elle, entre l'Orne et la Normandie. Donc je vais moins voir celui à Strasbourg, parce que c'est quand même pas mal de kilomètres à chaque fois. Il supervise à distance, on échange énormément par mail. Dès qu'il y a des petits réglages, des petites choses, il me dit il faut corriger ça, il faut faire ci, il faut faire ça. Je lui envoie des analyses. À l'époque, j'ai des analyses fréquentes, d'autant qu'en fait j'ai un problème hépatique. Je vois plusieurs gastro et en fait personne ne sait trop pourquoi j'ai toujours des gamma GT, pourquoi j'ai toujours un bilan perturbé. Et donc j'ai des bilans assez fréquemment.
pour essayer de suivre tout ça de près. Et donc je suis aussi suivie par cette professeure en Normandie, et tout ce qu'on met en place, psychologue, sophrologue, toucheur, parce que je veux aussi voir des toucheurs, voilà. J'ai pas de réserve en fait, moi ce que je veux c'est aller mieux, donc voilà. Tout ce que je mets en place, les plantes, les compléments que j'avale, le fait de retrouver une alimentation, d'apprendre à marcher et plus à courir, ça porte ses fruits. Et tu sens vraiment la différence. Mieux, en fait. Ah bah oui, ça change ma vie. En fait, je me rends bien compte que de toute façon, à chaque fois que j'ai juste au départ ces traitements chimiques, que la chimie ça me sauvera pas. Ça m'aidera, mais ça me sauvera pas. Ça va pas te prendre finalement dans ta globalité. Non. Ça va soigner un symptôme, exactement, mais pas le reste. Mais pas le reste. Parce que derrière, à chaque fois que j'ai des séries d'antibiothérapie, ça détruit mes intestins. Donc ça, je le comprends aussi, parce qu'après, je suis dérangée, parce que tout ça. Et on commence à m'expliquer les choses aussi, à mettre des mots. Et puis un jour, dans ce parcours-là, je finis par rencontrer, donc, comme début de cancer du col de l'utérus, je lis un livre qui est très inspirant, donc je m'étais un peu sensibilisée à tout ça, à la phyto, à l'aroma, parce que sur moi, je vois que ça marche, en fait. Donc une femme qui est assez connue, qui s'appelle Bérangère Arnal, je lis son livre et je me dis il faut que j'ai un rendez-vous avec elle. Donc j'utilise toutes les solutions possibles pour essayer d'avoir un rendez-vous, ça marche. Un jour je vais la voir, on part 3 jours avec mon mari sur Bordeaux. Et en fin de consulte, elle me remet une ordonnance chimique et une ordonnance avec des mélanges de plantes à faire, ça s'appelle RBO à Bordeaux, aller chercher et récupérer ça là-bas. Et donc je pars, je rentre dans cette herboristerie. Et là, il y a un truc qui se passe. Je me dis, j'ai l'impression d'être, je dis toujours ça parce que c'est tellement parlant, une enfant dans un magasin de jouets. Et on sent ton émotion, ouais. À travers, ouais. Je te jure, c'est impressionnant. Ouais. Et là, moi aussi, tu vois. Et là, je vois il est pharmacien de métier, je crois que c'est Benjamin qui est là le jour où j'y vais. Et puis je l'écoute, converser avec 2-3 consultants, je sais pas, ils appellent pas ça non plus des patientes, mais même si lui, des professionnels de santé, des consultantes, qui viennent en tout cas chercher des conseils pour les aider dans telle ou telle pathologie, et d'autres personnes aussi qui reviennent et qui vont lui confier que ça a bien marché, qu'elles sont contentes. Donc j'ai une oreille assez attentive. J'ai mon mari qui veut me faire un peu de pied en me disant c'est bon, on y va, lui c'est pas son truc, moi c'est mon truc, mais lui c'est pas son truc. Il n'entend pas forcément les mêmes choses que toi non plus. Ça résonne pas pareil, je pense. Je vois tout cet étalage, l'huile essentielle, d'aromathérapie et tout, et là je me dis waouh, c'est le métier que je veux faire. Déjà, j'y étais sensible parce que c'est ce qui m'avait permis de retrouver une hygiène de vie. Et à côté, je me dis, ouais, c'est une évidence en fait. Et donc, après ça, je vais chercher une école selon les avis. Alors à l'époque, c'est très compliqué parce qu'il y a toujours ce truc qui fait que m'échapper loin, je ne conduis plus. Je prends pas le train toute seule, je prends pas le bus toute seule, il faut toujours que je sois accompagnée, donc partir loin, faire des études, c'est pas possible. Donc je choisis une école ayant déjà un parcours d'élève infirmière où il y a certaines notions que j'ai conservées, où je vais beaucoup étudier énormément d'heures à distance, mais où j'ai aussi des week-ends où je fais du présentiel en fait. Et donc j'achève ma formation, à l'époque ça doit être 850 heures. Et pendant ces 3 années d'études que je vais faire, j'ai cette chance que c'est le psychiatre qui m'a accompagnée au départ et qui me suit toujours quand j'ai besoin du coup. Elle me fait confiance, elle voit mon évolution et elle tout de suite elle croit en moi en fait. Elle me dit vous serez génial, forcément ça sera super, etc. Elle m'encourage beaucoup, ma généraliste aussi, enfin voilà. Et donc je travaille beaucoup avec elle à accompagner des sevrages, ce genre de choses pendant ma formation. Et à l'époque, j'avais aussi créé un groupe de femmes local, un gros groupe de femmes. Et donc, du coup, sur la base du volontariat, j'accompagne. Et en fait, je me fais la main. Je vois je me demande, c'est pas 400 ou 500 personnes dans mes 3 années d'études. Et c'est ce qui va, pour moi, être le plus... je suis pas sûre que si j'avais été faire ma formation en présentiel, j'aurais autant appris, en fait. J'apprends des autres. Ce qui a été formateur, c'est aussi les autres et la confiance des professionnels de santé qui m'ont envoyé ces gens-là. Et forcément, après, rapidement, quand je m'installe, j'ai déjà un petit réseau qui s'est créé. Et donc, j'exerce maintenant officiellement depuis le 15 septembre 2021. Mais toujours, en fait, ce qui est le plus dur, c'est de garder en tête le fait que moi, c'est le neuroborrélie au stade 4. Je me suis retrouvée en invalidité 2e catégorie, invalide à tout poste. Et en fait, le plus dur, c'est que ça se voit pas sur moi. Et qu'en plus, moi, je suis pas quelqu'un qui va le montrer. Donc ma lecture à moi, c'est je le sens
quand ça commence à déraper, quand je commence à de nouveau avoir mon cœur qui faiblit, que j'ai des douleurs qui arrivent, que là j'ai la vue qui se brouille d'un œil, je sais que ça recommence. Donc tu as aujourd'hui finalement cette connaissance de toi, cette écoute de toi, qui te permet de mieux vivre avec la maladie, parce que la maladie est toujours là. Elle est toujours là et elle sera toujours. Le risque, c'est qu'elle évolue. Donc dans cette errance aussi, j'ai aussi perdu des copains de combat, notamment une copine qui était proche, pour laquelle je pense qui est décédée d'un cancer en 1 an, mais pour laquelle il a été avéré que le Lyme avait eu un effet de cataclysme, qui a été un vrai cataclysme dans son cancer. J'ai eu des gens qui se sont suicidés aussi, des amis de mon groupe, parce que pas entendu, parce qu'en errance, et parce qu'il y a des gens qui n'ont pas de moyens, pas de famille pour les aider, et qui n'ont pas les moyens de s'acheter des compléments, ce genre de choses. Donc oui, c'est compliqué. Et en fait, moi, de toute façon, c'était clair que quand la médecin à la Sécu m'a dit « vous serez en invalidité, vous ne pouvez plus travailler dans cet état », là, ça a été le ciel qui me tombait sur la tête, parce que moi, j'aime les gens profondément, j'aime le contact, et là, je me suis dit « mais c'est pas possible ». Là, c'est pas possible, surtout qu'à l'époque, j'ai, je crois, 33, 34 ans. Je me dis, ma carrière, elle ne peut pas s'arrêter à cet âge-là. Il va se passer quelque chose. Et là, elle me dit, écoutez, on vous laisse 3 mois, les indemnités journalières, prenez votre décision, mais après, il n'y aura plus rien. Donc, j'ai pas le choix, en fait. Donc, je choisis cette option. Mais à l'époque, je ne le sais pas encore, parce que je n'ai pas fait tout ça, mais avec beaucoup d'inquiétude sur mon avenir, en me disant, je ne peux pas rester comme ça, comment c'est possible, voilà. Mais comme j'ai toujours, à l'époque, cette énorme fatigue, ce poids au quotidien, je peux pas encore me projeter dans quelque chose où je vais pouvoir en faire mon métier, quoi. En fait, ça t'a permis de cheminer tranquillement. Ça m'a permis de cheminer tranquillement, ouais. Et ce qui était compliqué pour moi, et ce qui le sera encore aujourd'hui, c'est de me dire que... Enfin, l'avantage d'être à mon compte aujourd'hui, c'est de justement pouvoir ajuster mes rendez-vous et mon emploi du temps en fonction des signes que je vais reconnaître et qui vont me dire que ça peut me ramener là où j'ai déjà été, en fait. Parce que ça arrive. Parce que c'est possible. Et on sait aussi que ça peut dégénérer, que même si ça va, ça peut dégénérer. Vers d'autres maladies. Moi, je sais que le professeur que j'avais vu, lui, il maîtrisait par cœur, je veux dire, en fonction de... En fait, quand on fait ce qu'on appelle le Western Blot, on a le détail des bandes quand on demande. Et en fonction de là où je cochais des cases, il savait tous les symptômes que j'avais. Et il m'a dit, vous, parce qu'en plus c'est un personnage, il m'a dit, vous, si vous faites rien, vous finirez avec une maladie de Charcot. Je suis sortie du cabinet, on a fait 8 heures de route après, et là je me suis dit, ah ouais. Alors on a commencé à aborder la question de l'après avec mon mari, il m'a dit, je ne veux pas t'entendre parler de ça, ce genre de choses, mais en tout cas, c'était la réalité, quoi. C'est comme un petit coup de pied aux fesses, quoi. C'est un petit peu le truc qui t'a permis de te dire, en tout cas, prends soin de toi, quoi. Ça peut dégénérer. Voilà. Et en fait, les gens ne s'imaginent pas. J'ai une amie qui est naturopathe, elle-même, elle était championne de France de course à pied, très bonne situation, très bonne hygiène de vie, elle était des mois en errance, jusqu'au jour où elle fait un bilan sanguin. Alors je ne sais plus quel marqueur indique qu'il y a un vrai problème, mais le laboratoire l'appelle en disant que c'est tout de suite aux urgences. Aux urgences, elle passe en soins intensifs, elle fait un arrêt cardiaque sur la table. Pour une piqûre de tique. Et souvent les gens, moi ce qui me met en colère aujourd'hui, c'est qu'il y a plusieurs choses qu'on ignore, notamment le fait que la phase chronique elle existe déjà. Parce que si elle est accompagnée dans d'autres pays, les tiques elles passent la frontière, hein, ça marche aussi en France. Hein. C'est ça. Et en fait, c'est pas des menteurs, les gens, ils n'inventent pas leurs symptômes. Et il y a tellement pour moi de maladies qui sont mises sur des fibromyalgies, des SEP, ce genre de choses qui sont pas. Alors, les SEP, des fois c'est objectivé, mais il y a tellement de maladies, des fois, où on vient les mettre dans des rubriques alors qu'elles n'appartiennent pas à ces cases-là. Et en fait, tout ce qu'on doit faire, même quand moi j'accompagnais aujourd'hui, je veux plus le faire. Parce que ça fait trop écho à mon histoire et les gens me prennent trop à partie. Mais quand j'accompagnais des gens qui avaient le Lyme, toutes les autres personnes que je connais qui accompagnent le Lyme, ils vont traiter la borréliose, ils vont accompagner, ils vont aller traiter les bactéries. Sauf que finalement, si on a un organisme qui est complètement dévitalisé, carencé, tout ce qu'on veut, il faut déjà refaire la base en fait. Déjà les fondements. Et ça, il y a plein de gens qui n'ont pas juste ça et ça c'est important, quoi. Parce que je m'évertue de dire tout le temps aux gens que je rencontre et ne perdez pas espoir. Ne perdez pas espoir, il y a des choses des fois même qui coûtent pas cher à remettre en place sans attendre d'avaler tel ou tel gélule. De toute façon, votre organisme est complètement saturé, le foie il est saturé, ça va pas servir à grand chose, quoi. Là maintenant. Finalement, quand on entend ton histoire, c'est apprenez à vous écouter, faites-vous confiance. C'est ça.
Et appuyez-vous sur votre entourage quand il est là. Parce Quand que il est là, important. c'est hyper important. Ouais. C'est ce qui permet de tenir. Et aujourd'hui, toute cette histoire, qu'est-ce que ça dit de toi aujourd'hui? Bah... Alors là, c'est pas le moment où il faut que je me remette à pleurer. Si ça dit de moi que je pense que... Moi. Qu'en fait, je pense que j'ai toujours vécu en mode pilotage automatique. Et que à ce moment-là, la carapace, elle saute, quoi. Tu te rends compte que de toute façon, tu peux rien faire. Tu peux rien faire et en même temps, t'as fait tellement. Et en même temps, tu fais tellement, mais je veux dire que c'est comme si tu te retrouvais complètement nu, quoi. Donc, c'est compliqué et en même temps, les gens comprennent pas. Parce que je suis pas en fauteuil, parce que j'ai pas de béquille. C'est plus facile, en fait, quand t'as un handicap invisible. Donc, tous les handicaps invisibles, les gens ressentent pas tout ce qu'on peut vivre. Mais oui, je me dis aussi que je suis forte, maintenant. Ouais. Tu as cette force, tu en es consciente aujourd'hui? Bah, je me rends compte qu'il y a beaucoup de gens, je te dis, des amis ou autres que j'avais dans l'asso, qui sont partis, qui ont fait le choix d'arrêter de vivre ou autre. Moi, il y a eu des fois, j'y ai pensé fortement, mais je suis toujours restée là, en mode guerrière, et en me disant quand même, je pense à l'intérieur, au fond, je vous prouverai que vous avez tous tort, quoi. C'était aussi mon objectif, de dire, mais arrêtez de penser que c'est dans ma tête, c'est faux. Si je vous dis que je vais bien, je vais bien. Objectif atteint pour toi. Objectif atteint. Merci Marie.